suis né à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, le 21 décembre 1985. Alors, profession chanteur, sous le régime de l'intermittence du spectacle. Et si j'avais une passion, ce serait le chant. Alors, mon lien avec cette culture, dans un premier temps, il est d'origine. Mon père est d'origine bretonne, sa grand-mère était bretonne. Donc le lien de sens, il doit y en avoir un, est là. Et sinon, l'intérêt est juste par le hasard, sûrement, un peu forcé parfois, pour cette culture. Alors, parcours musical, j'ai dû commencer la musique par la musique bretonne. Je devais avoir 13-14 ans, à la flûte. J'ai commencé par la flûte tout simplement. Après j'ai eu envie de faire du biniou, donc j'ai fait du biniou, ça devait être vers mes 15 ans. En parallèle, je me suis mis à la clarinette parce que j'ai découvert le répertoire du Centre-Bretagne, les sonneurs de clarinette, notamment avec Christian Duro, et le double vinyle à l'époque, là, des sonneurs de clarinette. Donc j'ai eu envie de faire la clarinette. Et des années après, peut-être encore une dizaine d'années après, le chant. Évidemment, des rencontres qui marquent. Alors pour ne pas faire court, la première c'était avec un ami qui s'appelle Florian Boursicot, qui lui habitait Paris aussi. Et il jouait au Bagat Keriz à l'époque. Et moi je cherchais quelqu'un pour m'apprendre le biniou. Et il s'est retrouvé à m'apprendre la musique. Parce qu'en voulant commencer le biniou, je ne connaissais à peu près rien. Donc il a été mon premier formateur, entre guillemets. C'est lui qui m'a fait écouter mes vrais premiers enregistrements de biniou bombarde, mais aussi de clarinette et de canadiscan. Donc on a joué ensemble à Paris, parce que j'habitais encore Paris à l'époque pendant un an et demi. À l'époque j'avais pris une année sabbatique après une année de seconde, non pas chaotique mais relativement décevante. Et donc lui était à son bac, donc il a beaucoup séché pour m'apprendre la musique, et moi j'ai bien profité de mon année sabbatique. Ça c'était la première rencontre. Deuxième rencontre, Alan Le Teneur. Ça c'est quand j'ai déménagé en Bretagne. On était dans la même classe, on faisait de l'ébénisterie à Auray à l'époque. Et donc on s'est rencontrés là-bas, sans savoir que l'un et l'autre étaient sonneurs, parce qu'on était bien trop jeunes pour se connaître. Et il avait besoin d'un colocataire et moi aussi, donc on s'est mis en colocation, et on s'est rendu compte qu'on faisait de la musique bretonne tous les deux. Donc on s'est mis à énormément faire de biniou bombarde, énormément. Et je n'en doute pas, si notre voisin de l'époque a bonne mémoire, il se rappelle forcément de nous. Beaucoup de clarinettes, avec Alan aussi. Et là, ça c'est un camarade avec qui je joue encore, enfin un compagnon de route, un peu plus qu'un ami. Là je fais les choses un peu factuelles. Ensuite pour le chant, Eric Bento évidemment. Donc là on est presque une dizaine d'années après. J'avais un stage à faire parce que je faisais Stumdi à l'époque, donc une formation longue en Bretagne. Et il s'avère que j'ai fait mon premier stage chez Eric Bento. Et donc juste pour le breton, moi je ne comptais pas chanter. Peut-être ce rêve-là était enfoui en moi, mais en tout cas je ne l'avais pas matérialisé d'aucune façon que ce soit. Et puis Eric a trouvé le moyen de me faire chanter, au sens premier du terme et non pas au sens figuré. Et donc voilà comment j'ai commencé le chant avec Eric. Pour les rencontres, c'est ça. Après, évidemment, une rencontre déterminante, s'il faut en parler, et c'est le thème qui nous occupe aussi. La rencontre avec Jan Fanch-Kemener, l'aurait s'est fait quand j'habitais encore à Paris. Donc je devais avoir 15 ans et demi. Et alors c'est à l'époque où je commençais vraiment à découvrir le canadiscan. J'avais écouté les Sir Guadec parce qu'on avait un vinyle à la maison. J'avais réussi à me procurer un Dastum numéro 5. Donc j'avais commencé à entrevoir ce que pouvait être la Guers, le chant à écouter, mais aussi le canadiscan. Donc assez rapidement, fin des années 90, début 2000, on tombe assez rapidement sur Jan Fanch-Kemener. Et il s'avère qu'il venait en fest-noz avec Éric Marchand. Alors ça devait être en 2002 peut-être, 2001, à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Donc on avait été le voir avec ce fameux Florian Boursicot, on avait été à ce fest-noz-là pour aller les voir. Et donc ça c'est la première rencontre avec Jan Fanch-Kemener. Et à l'époque j'avais encore un peu de présence d'esprit, j'avais amené un mini-disque pour enregistrer le fest-noz. Donc ce fest-noz est enregistré. Donc je suis assez content d'avoir enregistré ce moment-là. Et donc
j'étais allé le voir pour lui demander si je pouvais l'enregistrer. Il m'avait évidemment bien accueilli en me disant qu'il n'y avait pas de problème et que si j'avais besoin de quoi que ce soit pour la musique, si j'avais envie de passer le voir pour qu'il m'apprenne des choses ou pour qu'on discute de la musique, il m'avait donné sa carte de visite, que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc ça c'est la première rencontre, donc relativement formelle mais tout à fait sympathique. Quelques mois après, j'habitais encore Paris, hein. Il est revenu en Fest-Noz, et là ma grande surprise, il s'était souvenu de moi, il me dit « Ah mais t'es toujours pas venu me voir ?» Je lui ai dit « Bon, bah, s'il se souvient, c'est que peut-être ça le dérange pas trop que j'aille le voir, j'étais assez timide à l'époque. » Et donc après, l'été suivant, je l'ai rencontré, donc là je suis vraiment allé chez lui, on a pris du temps, et il a commencé à m'expliquer, c'est expliqué de façon vulgaire hein, ce que je fais, mais on a commencé à discuter de la matière bretonne, le chant, plus la musique à l'époque parce que je ne parlais absolument pas breton. Et a découlé une amitié et qui après a duré jusqu'au moment où les amitiés deviennent autre chose. Alors elles sont multiples, mes sources de travail. Moi j'ai pas fait de collectage. J'en ai pas fait, tout simplement parce que je crois que j'ai pas osé. Je suis de nature assez timide, alors aller voir quelqu'un que je ne connais pas pour lui parler dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, éventuellement le déranger pour lui demander des choses qui peuvent le toucher émotionnellement, j'ai jamais trouvé le courage, hein, quelque part, d'aller faire ce collectage. Alors du coup, les sources sont multiples. Il y a Dastume, évidemment. Ça, on peut y passer des heures, je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'items il y a sur Dastume. Et avec toute l'amitié que je porte aux administrateurs et à cette association, parfois tout n'est pas hyper bien classé. Du coup, on a pas mal d'heures de recherche pour dégoter un certain nombre de choses. Dastume, évidemment. Après, des chansons que je peux apprendre par les contemporains aussi, c'est-à-dire que soit parce qu'on les entend en Fest-Noz, on les entend en concert, soit parce que c'est enregistré maintenant sur YouTube, qui est une formidable source de répertoire, mais aussi d'interprétation, enfin de valeur d'interprétation. Et là, je pense à tous nos contemporains, Annie Ebren, Nolan Buet, Claudine Floy, Olivan Lecam, Éric Marchand, Marthe Vassalo, enfin, tous les chanteurs, tous nos grands contemporains. Et ensuite, évidemment, un peu pas mal, Jan Fanch Kemener, qui a eu la bonté de m'apprendre quelques chansons de son répertoire, que lui, pour le coup, avait effectué à l'époque, notamment dans les années 70, pour la majeure partie de son œuvre de collectage. Alors pour les terroirs, oui, parce que, alors comme je l'expliquais tout à l'heure, moi quand j'ai appris le breton, j'avais 10 ans d'éducation entre guillemets culturelle. Donc pour moi le choix n'a pas été possible d'apprendre un breton populaire. C'est comme ça qu'on dénomme. Je ne sais pas si la dénomination d'ailleurs est tout à fait juste, mais, ou s'il ne faudrait pas en trouver une autre. Mais en tout cas, dès que j'ai commencé à apprendre le breton, il fallait que j'apprenne un breton populaire. L'un des seuls bretonnants que je connaissais étant Jan Fanch Kemener, je ne me suis pas posé tellement la question de quel breton je devais apprendre. Donc je lui ai demandé s'il pouvait m'aider là-dedans. Il m'avait dit bien sûr, et que la première chose à faire était d'acheter, et je l'avais déjà depuis longtemps, donc c'était parfait, le Dastume numéro 5, qui contient en son sein, dans le petit livret, une sorte de résumé de la thèse de Humphrey sur le breton du Pays Vanche. Donc la spécialisation, oui, elle s'est faite un peu au début, mais de façon... j'ai pas voulu être du Pays Vanche. Il s'avère que le bretonnant que je connaissais et que j'entendais parler breton, en fait c'est le breton plus ou moins que j'avais dans l'oreille, ça je peux le dire de façon rétrospective, c'est-à-dire que j'avais entendu pendant presque 10 ans du breton, ce breton-là parce que je le côtoyais. Donc quand il a fallu apprendre le breton, c'est celui-là qui est venu relativement naturellement, et par volonté aussi d'être compris et de comprendre les personnes qui m'entouraient. Ensuite, après, j'ai été en stage chez Eric Mento, qui lui habite aussi le Pays Vanche, qui est toujours du reste, le compère de Jan Fanch Kemener, donc il partage l'espace culturel. Eric s'est rapproché de l'espace culturel de Jan Fanch pour pouvoir profiter de ce qu'il avait à lui apprendre. Donc par
de deux façons différentes, je suis attaché du coup au Pays Venche. D'un côté par Yann Franche-Kemener, et l'autre par Eric Mento. Eric Mento avec qui, pour le coup, on y reviendra peut-être après, avec, qui est la personne qui m'a appris à chanter à proprement parler. C'est une question compliquée parce que ça nous ramène une identité culturelle, à cette idée de communauté. Qu'est-ce qui fait communauté? Qu'est-ce qui fait commun? Qu'est-ce qui définit qui on est? Nous-mêmes, les autres? Comment on nous appelle nous? Comment les autres nous appellent? Ça pose un certain nombre de questions. Il y a plein d'articles scientifiques sur ces phénomènes-là. Pour dire la vérité, moi j'aime bien. C'est pour ça que j'ai aimé, c'est ça qui m'a fait venir qui m'a fait déménager. C'est qu'ici en Bretagne, il se passe quelque chose de particulier, c'est que il y a un côté très scientifique, très carré. On pourrait faire une frontière. Le Pays Venche, c'est ça. Ça me semble relativement peu intéressant. Et par contre, la valeur humaine, le doute, le fait que ce soit des notions qui sont claires mais vagues. En fait, j'aime bien ce phénomène-là. Donc, qu'est-ce que c'est le Pays Venche? Je pourrais dire que pour moi et ceux qui m'entourent, ceux avec qui je partage cette identité. Il s'avère que moi, par voie de conséquence, mais un certain nombre de camarades avec moi, on se dit du Pays Venche, on se dit Diejau, donc c'est-à-dire la partie sud du Pays Venche. Mais cela dit, certains disent que la partie nord, donc les Croix du Pays Venche, on les appelle déjà plus Venche parce qu'ils ne portent pas la coiffe Venche. Le Pays Venche, pour certains, tire son nom du port de la coiffe Venche. Et c'est intéressant parce que ça nous ramène aussi à ce truc de communauté. Qui nous désigne? Alors Venche, c'est marrant parce que des informations que j'ai, à étayer sûrement, mais des informations que j'ai, le Pays Venche tient son nom de la coiffe donc. Et pourquoi Venche? Parce qu'en fait, cette coiffe-là, on pourra en montrer une, j'en ai à la maison. En fait, elle laisse passer les cheveux. Et déjà devant, c'est une espèce de petite bonnetière brodée, mais assez finement, qui laisse passer les cheveux. Donc en fait, les autres appelaient les femmes du Pays Venche les Venchons. Autant dire des femmes relativement légères. Ce qui est douteux du point de vue, de tout un tas de points de vue dans la société dans laquelle on vit. Donc c'est intéressant de savoir déjà que Venche, ça vient sûrement de la dénomination des autres et de la perception des autres que les autres se faisaient de nous. Donc tout ça est très mélangé. Donc pour ma part, et ça ne concerne que moi et ma petite communauté amicale, on va dire, la communauté, l'espace communautaire après le familial, voilà, on se dit Venche parce qu'on est dans la partie sud, donc on est Venche, parce que si on habitait dans un pays traditionnel comme au début du 19e, pendant le 19e, les femmes qui habitaient ce pays portaient la coiffe Venche. On parle un breton qui est plutôt défini comme au sud de Botoa, qui est le breton du Pays Venche, donc des Diejau. Donc nous on est Diejau, Venche, mais bon, c'est compliqué comme question. L'identité culturelle existe-t-elle? Toutes les questions qu'on peut se poser. Le Pays Pline, c'est toujours pareil. Ce qui est compliqué avec ces questions-là, c'est qu'on manie et l'histoire et la mémoire. Alors si on manie l'histoire, elle commence quand? On la définit à partir de quand? C'est-à-dire que le Pays Pline, aujourd'hui, il est factuel. Si on parle de Pays Pline, aujourd'hui, tout le monde sait de quoi on parle. C'était peut-être pas le cas il y a 100 ans, mais du coup, qu'est-ce qui est important? Et bien encore une fois, ça ramène à comment on se définit nous, comment les autres nous définissent. Alors peut-être c'est à ceux qui n'habitent pas le Pays Pline de nous définir en tant que Pline. Pour ma part, le Pays Pline a quand même une existence. Mais parce qu'on vit, là quand on discute, on est en 2020, au moment où on discute, il a une existence factuelle. Alors historique peut-être pas, mais une existence en 2020 factuelle, donc il faut la prendre en compte. Je ne suis pas assez réactionnaire pour considérer que la vérité n'existe qu'il y a 50 ans. On a une réalité aujourd'hui. Donc le Pays Pline existe. Pour moi, par contre, il regroupe une aire géographique extrêmement hétérogène. J'ai du mal à considérer être pareil, et je trouve ça très bien, que quelqu'un de Bourbriac ou quelqu'un de, je sais pas, de Bulat-Pestivien. Certains mettent Bulat-Pestivien en Pays Pline. Il y a des caractéristiques, on danse la même danse, normalement. Donc on a des points communs. Après, le breton est très différent. Les zones d'influence sont très différentes aussi. On va pas au marché au même endroit. Si je prends vraiment l'exemple de ce qui nous intéresse en 2020,
Je suis quand même pas tout à fait du même pays. Quand on parle breton avec eux, on sent que c'est pas tout à fait pareil. Il y a des cousinades, mais donc le pays Pline, oui, de façon contemporaine. Pour le passé, bon, je laisserai d'autres répondre à ma place, ceux qui ont fait les études scientifiques pour. Alors qu'est-ce que la Guerse? La question est intéressante parce que tu dis pour toi, qu'est-ce que la Guerse? Et ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est-à-dire que, je reviens un peu sur ce que je disais avant, c'est comment on définit les choses et qui décide. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'académie officielle, j'entends, même si on a une non officielle, mais il n'y a pas d'académie de musique bretonne. Il n'y a pas d'immortels qui vont me dire ce que j'ai le droit de penser ou pas penser. Donc la Guerse, qu'est-ce que c'est? Donc je vais répondre pour moi, de ce que j'en ai compris, ce qui peut évoluer, peut-être j'ai pas tout compris, sûrement d'ailleurs, j'espère que j'ai pas tout compris. Alors souvent les définis, là il y a des livres sur la table, donc Malrieux a essayé de le définir, Luzel a essayé de le définir, Françoise Morvan a essayé de le définir, ils ont réussi d'ailleurs, Jan van Kemener, Eva Guillorel. Donc on a tout un tas de choses qui nous permettent de comprendre un peu le concept de Guerse. Alors certains disent que c'est le blues breton, certains traduisent par complainte, certains traduisent par balade dans le sens balade historique comme on pouvait l'entendre il y a quelques siècles. Moi je retiens ce que m'avait dit à peu près Kemener, à peu près. Pour moi une Guerse c'est un grand récit versifié, d'ordre historique, mythologique, épique. En fait, une Guerse, pour moi, hein, c'est une chanson qui nous raconte ce qu'on peut tous comprendre. Donc en fait, c'est une chanson d'humanité. Enfin, c'est sûrement pas très joli dit comme ça, mais ce qui va la différencier d'une chanson, vraiment une chanson plus courante, qui peut être tout aussi belle, mais pour moi, ça va être ça une Guerse. Alors, définition du coup, chant historique, mythologique, fantastique, magique, historique. Ça, on va dire que c'est une définition un peu carrée, pour moi en tout cas. Et ensuite, pourquoi ces cases-là, si on devait la mettre dans des cases? Parce que ça nous raconte quelque chose de plus grand que nous et qu'on est de toute façon capable de comprendre. Pour tout un tas de raisons. Le drame, ça dépend ce qu'on entend par drame. Pas toujours. Évidemment, il y a des grands drames. On a beaucoup parlé de ça. Alors, les Guerses, c'est triste, les Guerses, c'est dramatique. Alors, et encore une fois, là, je parle qu'en mon nom, mais en fait, c'est ça qui me paraît important et intéressant dans une culture populaire. C'est qu'encore une fois, il n'y a pas d'immortel pour me dire ce que je dois penser. C'est dramatique parfois, il y a de l'espoir parfois. À mon sens, c'est jamais triste. J'aime pas trop. Et d'ailleurs, il faudrait étudier les échelles musicales et les ressentis qu'elles peuvent apporter. Moi, je me suis jamais senti accablé de tristesse en chantant ou en entendant chanter du répertoire bas breton. Il y a une mélancolie, ça c'est quasiment systématique. Mais la différence est grande entre une tristesse accablée qui amène à la dépression en fait, et une mélancolie, c'est tout à fait différent. Donc la Guerse, un drame, parfois non. Est-ce que pour toi c'est un répertoire qui est un peu plus méconnu ou un peu moins utilisé? Peut-être parce que c'est complexe à comprendre, peut-être parce que c'est très long à apprendre aussi, ce répertoire-là, peut-être comparé à une chanson. Est-ce que la Guerse est un peu en retrait par rapport au Conadiscom, par exemple? Alors, si on parle de façon contemporaine, oui, il est en retrait. Ne serait-ce que pour les occasions de la pratiquer et de l'écouter. Le Conadiscom en étant du chant à danser, on peut le retrouver en fest-noz. Je ne sais pas combien il y a de fest-noz par week-end en temps normal, où il y a du Conadiscom extrêmement régulièrement, pas assez, mais il y en a régulièrement. Les occasions de chanter des Guerses sont rares, déjà, pour commencer. Ensuite, et là c'est un peu dur à dire, mais sur un récit qui fait on va dire, entre 5 et 10 minutes. Ce qui est long pour une chanson. Les formats habituels, c'est 3 minutes 30, un format radio habituel. Et encore, on commence à tendre vers du 3 minutes, 2 minutes 30. A cappella, la plupart du temps, même si, à mon avis, ça ne fait pas partie de la définition de la Guerse. C'est la pratique qui est comme ça, mais ça ne la définit pas. Donc il faut pouvoir comprendre les paroles.
C'est-à-dire que quelqu'un qui ne parle pas breton et qui va écouter pendant 10 minutes quelqu'un chanter a cappella sur un air, c'est pas évident. L'abord est plutôt rêche. Donc oui, c'est bien en retrait du Kanadiskand, à danser en tout cas, de la musique à danser. Par ailleurs, elle a une existence. Elle était beaucoup plus en danger, à mon avis, dans les années 70, avant que des jeunes, notamment Yann Franche Kemener, mais aussi Eric Marchand, Annie Ebrel Assassui, Nolan Buet, Marc Vassalo, tous ceux qu'on connaît, lui aient redonné une vie, avec la création du Canard Bob évidemment. Elle est peut-être moins en danger. Elle n'est pas en danger pour les mêmes raisons, ça c'est sûr, mais elle est peut-être moins en danger. On peut aujourd'hui, on peut entendre une Guerz. Presque n'importe qui peut entendre une Guerz en fait, avec les, parce que maintenant on l'intègre à des répertoires de musique, on va dire, d'arrangements contemporains. Ils l'ont à peu près tous fait, et nous on essaye de le faire aussi, plutôt de notre génération. Alors, on en entend, mais oui, c'est bien en retrait du Kanadiskand, ou en tout cas du chant à danser. Est-ce que quelqu'un comme toi pourrait, dans ce contemporain, créer une Guerz aussi, peut-être pour raconter ce qui se passe aujourd'hui? Peut-être que cette mélancolie, elle peut se retrouver dans ce qui nous blesse aujourd'hui, de ne plus pouvoir s'exprimer. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que tu penses que c'est possible que cette Guerz n'appartienne plus qu'au passé, mais qu'elle soit aussi dans le présent avec des acteurs comme toi? Alors oui, il y a deux choses là qui sont intéressantes. Alors oui, c'est tout à fait possible. Souhaitable, je sais pas, parce que j'ai pas la prétention de dire qu'il faut écrire des Guerz, il faut composer des choses. Ceux qui ont envie de le faire, ça ne sera que du bien pour tout le monde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ça nous raconte quelque chose qui nous dépasse un peu, mais qui est vrai pour tout le monde. Alors du coup, deux choses. Les Guerz qui appartiennent au passé, pour moi, c'est déjà plus vraiment des Guerz, parce que si on ne peut pas les détacher de leur moment d'écriture, de leur moment d'interprétation originelle, ça ne nous raconte plus de façon universelle. Donc c'est pour ça que je prends toujours cet exemple-là, parce que on connaît un peu plus, mais si Skolvan ne nous raconte plus rien, ne la chantons plus. Moi, ça me raconte quelque chose, donc je la chante. Donc c'est éminemment contemporain pour moi. Ce qui n'exonère pas d'en écrire, évidemment. Alors après, là, on attaque un autre thème, pour moi, c'est vraiment de la littérature orale, quoi. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien d'écrire une chanson, déjà, c'est pas rien, ça se fait pas n'importe comment. Et une Guerz, peut-être d'autant plus, sans la mystifier, parce que tout le monde pourrait écrire une Guerz, on a tous des choses à dire de notre humanité. Par contre, il faut un sacré bagage littéraire, et en ce qui nous concerne, un bagage littéraire oral. Donc oui, c'est faisable. Moi, au moment où je vous parle, j'en suis incapable, pour le moment. Parce que j'en ai pas appris assez, parce que j'en ai pas intégré assez. Moi, ça fait que 10 ans que je chante. 10 ans, c'est pas grand-chose. On dit qu'en Inde, 10 ans, c'est ce qu'il faut pour commencer à peu près savoir ce qu'on fait. Avant 10 ans, on est débutant. Après 10 ans de pratique, on n'est plus débutant, mais ça veut pas dire qu'on est maître. Donc, écrire des Guerz, oui, c'est éminemment intéressant, parce que ça raconterait de notre humanité, donc c'est forcément intéressant. Pour ma part, peut-être dans 10 ans, si je continue à travailler. Alors la question de l'interprétation uniquement instrumentale de la Guerz est compliquée. De la Guerz ou des chansons en général. C'est compliqué parce que, en tout cas pour ce qui nous concerne ici, on a très très peu de répertoire uniquement instrumental. La quasi-totalité du répertoire est chantée, donc on met des paroles dessus. Et ensuite les instruments réinterprètent les airs, évidemment sans le récit. Alors, est-ce que ça tue dans l'œuf quelque chose? Est-ce que... C'est compliqué pour moi de répondre. C'est très compliqué parce que... parce que la musique instrumentale, elle existe, et heureusement, et c'est tout à fait naturel. Elle dénature pas parce qu'elle est l'expression différente d'une même matière. Cela dit, et là je vais le dire de façon complètement individuelle, pas du tout scientifique, et en tant que chanteur,
préfère prendre mes précautions. Oui, on perd le récit. Si on joue l'air de Skolvand, on aura beau le jouer 40 fois, même les gens qui comprennent le breton n'auront aucune idée de ce qui s'est raconté. Et ce qui nous intéresse dans Skolvand, c'est ce qui est raconté. Donc, à titre tout à fait personnel, entendre une guerre sonner ou jouer instrumentalement, en tout cas comme on peut, si elle est jouée telle qu'elle, moi, m'offre peu d'intérêt. Après, il y a sûrement des formes, et il le faut, j'en sais rien s'il le faut, mais en tout cas, on peut travailler là-dessus. On peut travailler sur des formes, travailler sur l'improvisation, peut-être on peut raconter quelque chose par l'improvisation. Les cercles celtiques s'occupent de ça sur des groupes instrumentaux, ils appliquent une chorégraphie. Une chorégraphie, ça commence à raconter autre chose déjà. Donc comment on complète la musique par de la chorégraphie au lieu d'avoir le verbe parce qu'on n'a pas le geste. Voilà des choses intéressantes, je pense, à travailler. Donc est-ce que ça dénature? Non. Est-ce que ça coupe une partie du message? Forcément. Alors si je devais en choisir qu'un, il ne me semble pas l'avoir déjà raconté. Alors je vais vous raconter ce souvenir qui moi me paraît, enfin en tout cas j'y pense souvent, il m'a pas mal marqué. Ouais, c'est ça, je crois pas en avoir déjà parlé, mais enfin il n'y a rien de particulier à ce souvenir, mais en tout cas il me touche énormément. Alors là je devais avoir 18 ans. Donc je venais d'arriver en Bretagne, et Jan Franschkemeyer m'amenait régulièrement en concert, parce qu'il savait que ça m'intéressait, et du coup le week-end, moi j'habitais loin, j'habitais loin de là d'où je venais, donc le week-end j'étais seul, non, parce que mes parents venaient me voir de temps en temps, mais enfin j'étais pas non plus, j'étais pas en famille régulièrement. Donc souvent le week-end ils me disaient, bah tiens j'ai un concert, est-ce que tu veux pas venir, ça peut être sympa. Donc j'allais régulièrement au concert. Ça devait être un hiver, c'était un hiver. Il avait un concert à Sainte-Tréfine, donc de là d'où il venait, donc avec une charge assez particulière pour lui. Et il avait un concert avec Aldo Ripoche. Donc on va au concert, on commence à installer, parce que c'était à l'église de Sainte-Tréfine, donc on commence à installer la sono, tout ça. Se passe le concert. Alors l'après-concert, moi j'ai rien compris, parce qu'il parlait qu'en breton avec tout le monde. Et moi j'ai absolument rien compris, mais c'était intéressant. Je crois que c'était l'une des premières fois que j'allais en Centre-Bretagne. Donc je me suis retrouvé là déjà avec un ami, et déjà à l'époque, j'ai rien compris pendant 1 heure le temps de la fin du concert, parce qu'évidemment il connaissait tout le monde, donc il discutait avec tout le monde parlait breton là-dedans, et moi j'étais assis sur mon banc d'église à ne rien comprendre, mais c'était fabuleux. Et donc on était logé le soir chez un ami à lui. Je pourrais pas vous dire où c'était, je me rappelle plus. Donc on va, et puis comme les traditionnels après Fest-Noz ou après concert, on s'installe. Alors il y avait pas Aldo, il y avait son ami, là qui nous hébergeait, quelqu'un d'autre, il y a un enfant chez moi. Et donc ils se mettent à boire des coups. Je ne buvais pas à l'époque. Donc ils se mettent à boire des coups, tout ça. Et puis, avec le recul, je pense qu'il le connaissait très bien, ça doit être un très bon ami, parce qu'il commence à lui dire, ah bah ouais, mais non, le concert était super, mais tu nous as même pas chanté une chanson a cappella, je crois que les gens ont été déçus, et ils se demandent un peu... Alors il y a une chance de lui répondre, bah oui, mais bon, non, il était très bien ce concert, j'ai bien chanté. Il dit, ouais, mais c'est quand même plus pareil qu'avant. Il le chatouillait, quoi. Le garçon étant quand même assez réceptif à ce genre de pique. Il finit par lui dire, bah, tu vas voir si je sais plus chanter comme avant. Et alors là, et pourtant j'ai pas bonne mémoire. Et là j'ai vu, il s'est passé un truc dans ses yeux, il s'est dressé à moitié comme ça, les mains ouvertes, et il nous a chanté Iwanganus, comme je crois jamais je l'ai entendu chanter. Et j'étais, je me suis dit, mais d'où ça sort, quoi? Qui chante comme ça? D'où ça vient ce truc, quoi? À qui il parle, quoi? Il ne chante pas un truc à nous, il chante au-dessus de lui, quoi. Et je crois que c'est sur là où je me suis dit, ah, ça c'est chanter, en fait. Là, c'est vraiment chanter profondément. Il n'est pas juste en train de chanter une chanson pour nous faire plaisir. Ça le dépasse sûrement lui-même, et ça nous dépasse. Ça, c'est un souvenir impérissable. J'ai encore l'image dans la tête. Alors, le premier non-message que j'ai voulu donner en produisant un CD, ou même en essayant de le faire au maximum, chanter a cappella. La première chose, c'est, je pense que c'est vraiment la chose qui m'a fait tomber amoureux
de ce petit coin de monde, quoi. Quand j'ai voulu aller habiter en Bretagne, j'ai voulu apprendre cette langue, j'ai voulu connaître ces gens, je les ai aimés, je les aime, ces gens d'ici. J'espère en faire partie par adoption, j'espère qu'on m'accepte maintenant. Donc évidemment, quand on a un premier amour comme ça, il n'est pas facile à lâcher. Alors, et je l'aime toujours surtout, j'aime surtout tout ça. Donc c'est ce qui m'attache à ici. Donc évidemment, c'est pas que je veux continuer, c'est que je veux le faire tout court. J'ai rien à continuer dans un premier temps. Je veux le faire parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'a fait aimer être ici, c'est ce qui me fait aimer être ici, c'est ce qui me fait aimer côtoyer ces gens-là. Et après, d'un point de vue plus extérieur, si je vais au Pakistan, moi ce que j'aime, j'adore la musique pakistanaise. Si je vais au Pakistan, ce que j'aime c'est écouter de la musique pakistanaise. Si c'est pour écouter du Rihanna avec du sitar, ça m'intéresse pas. J'aime en fait que les choses soient différentes. J'aime bien aller quelque part et que je me dis et rien comprendre. Quand je voyage, j'aime bien ça. Je vais dans tel pays ou dans tel endroit, et je me dis je ne comprends rien. Il y a tout à découvrir de l'autre, quoi. Et je trouve ça fascinant. Et ici, on est différent, ce qui est une très bonne chose. Donc pour moi, c'est aussi défendre un droit à la différence. Je suis loin d'être le premier à l'avoir dit. Donc j'invente rien. Mais en tout cas, c'est une notion qui est importante pour moi. Défendre le droit d'être d'ici, de parler une langue, en l'occurrence le breton, d'avoir une expression musicale singulière. Tout ça, pour moi, c'est pas que c'est à défendre, c'est que c'est vital pour l'humanité. J'ai pas envie que demain, tout le monde parle la même langue, on n'aura plus rien à se raconter. Donc, chanter a cappella, c'est aussi ça. Et, comme je le disais en évoquant un souvenir auparavant, quand on a pu assister à des puissances de chant aussi fortes, on peut vouloir faire que ça. Je ne connais personne qui n'aurait pas eu envie de chanter après quelque chose comme ça. Même très enfouillant en soi, même éventuellement brisé par des barrières psychologiques, mais quand on a entendu ça de façon aussi puissante, on peut vouloir que le reproduire, ou le revivre en tout cas. Le Pays Blanche, c'est le plus beau lieu, évidemment. Évidemment. C'est le plus beau lieu parce que c'est celui qu'on aime, mais la personne qu'on aime, c'est la plus belle, parce que c'est celle qu'on aime. Donc, je ne cesserai de dire que le Pays Blanche est le plus beau pays du monde. Mais si demain, il m'arrivait d'aller habiter en Pays Bigoudin, parce que je tombe amoureux du Pays Bigoudin, alors le Pays Bigoudin serait le pays le plus beau du monde. Un endroit dans le Pays Blanche, c'est dur de choisir un endroit parce que... Alors il y a des très beaux espaces naturels. L'Iscuise, j'aime beaucoup l'Iscuise. C'est très beau. La campagne de Trémargat, ça c'est quelque chose. Ça a gardé tous ses bocages, c'est magnifique. Évidemment, j'aime Plélof. Évidemment, j'aime Plélof là, avec ce canal. En plus, il y a tout un tas d'histoires sur le canal, des histoires de contrebandiers. Il y a des histoires merveilleuses. Mais si je devais choisir un endroit, ce serait peut-être, j'ai pas le droit de donner l'adresse, ce serait en Botte-Quillot. Ce serait pas en Botte-Quillot, si je devais choisir un endroit, ce serait en Saint-Mahieu, là où habite Eric Mento, parce que c'est là que j'ai appris à chanter avec lui. Alors il m'a, on va dire, sur le territoire du Pays Blanche, c'est sûrement le plus beau lieu. Ma meilleure interprète ou mon meilleur interprète? Non, c'est trop dur comme question. Je peux pas en choisir qu'une ou qu'un, c'est impossible. C'est impossible parce qu'ils nous apportent tous des choses très différentes. Je pourrais en citer quelques-uns, je peux me forcer à en préférer quelques-uns, mais une, c'est impossible. Alors je vais me permettre d'en dire plusieurs. Alors soit pour des raisons techniques, évidentes, de répertoire, ou soit pour des raisons, je ne sais pas pourquoi il me touche, ou elle. Donc évidemment, on s'attend à ce que je dise ça, donc je vais le dire maintenant, Madame Bertrand. Évidemment. Jean Poder. Joséphine Bernard de Marie de Quintin. Jean Mayoudek.
Françoise Méhat. Allez, je m'arrête là, parce que sinon après on s'en sort plus. Ça c'est pour des gens que j'ai pas du tout connus. Enfin que j'ai pas connus. À force de les écouter, on les connaît un peu. C'est presque nos amis, en tout cas c'est comme ça que je le considère. Sinon, les grands interprètes, comment ne pas citer Jan van Kemener, de façon à peu près objective je pense. En lien avec le Pays Vanche, Jan van Kemener, en tout cas notre Pays Vanche, hein, il y en a plein d'autres, hein, mais Jan van Kemener, Eric Mento. Les deux grands interprètes qui m'ont du Pays Vanche, contemporain. Ok. Ton plus bel air. Non, ça c'est impossible. Mon plus bel air, je peux pas vous le dire. C'est impossible. C'est comme si on m'avait demandé à 15 ans, choisis la plus belle personne avec qui tu as envie d'être toute ta vie. C'est impossible. On change et c'est très bien comme ça. Alors de façon catégorique, je ne pourrais pas citer un plus beau texte. Il y en a qui me touchent. Il y en a qui me touchent plus que d'autres, mais c'est tellement subjectif. Et je ne pourrais pas dire que c'est parce qu'il est plus beau ou que je le préfère. Quelques-uns des plus beaux textes. De Guers, hein. Skolvan évidemment, parce que ça nous raconte le pardon, ça nous raconte la mort, ça nous raconte notre mère. Alors évidemment, à qui ça ne parlerait pas, à mon avis. Lesvan, c'est absolument magnifique. On aurait tellement. Ruhe Everest, so klauwend, dan het gande serban miligen. Chen laradan, profetent, mane ovron ver voyaheint. De mator huim mer enori, na pesatio eni. Djelvan mezat, djelederet, en duarjen meste gusket. En duarjen meste gusket, agomim kalet meste blanvet. Autre douim mer enori, meizo de gankleven noti. Gande serpan, rondantet, chen laradei brofetet. Ma me ovron ver, vignaheit, in hand douim jikuren. Tchemeretz kabel agagiet, o shikur mezadei yezodelent. Mon rawa beneu Idelin, de dispaco dans viventrin. Peu pentrinker, dispaquet, serpent gantan zolampet. Serpent gantan zolampet, abron norienes trohet. Ne que digir per achivet, nel dagenez auditionnet.
En el dagni zo di chenet de di gastei ovron laurent de di gaste nori ovron scler Gervige dei de wello de ganteler de di gaste nori ovron deu Bicen gudeze ne vis au peur.